Pourquoi j'ai mal? Pourquoi aller chez la gynéco m'angoisse? Pourquoi ma sexualité ne ressemble pas à ce que je vois, à ce que j'entends autour de moi? Pourquoi je ne suis pas normale? Bienvenue sur Journal des vulves. 2 fois par mois, c'est une discussion sur des sexualités en dehors des normes et des représentations qui s'ouvrent. Ce podcast, c'est un peu comme le rendez-vous chez la psy manquée. L'occasion de parler de ce qui va pas. Pour faire la paix avec sa vulve. Until I started to feel physical pain. Then I had to go to the doctor. Because I didn't know what was wrong with me. L'important, c'est de trouver cette liberté de parole par rapport à une douleur au moment de la pénétration. Établisse tout doucement la relation que tu entretenais avant avec ton corps. Je veux dire, on n'est pas là pour les éliminer, on est là pour les faire changer. Which many people don't think is even real, and I don't even know what the fuck to say about that. Mais comment veux-tu kiffer si avant, pendant et après l'acte, tu penses plus à comment tu plais plutôt qu'à ce que tu veux, ce qui te fait kiffer et comment y arriver? Je veux dire, si la société elle-même n'était pas aussi violente vis-à-vis des femmes. Je veux juste redevenir celle que j'étais. Attends, j'ai soufflé. Comment théâtre, comment on le fait? Enfin, j'ai 20 ans, merde. J'aurai bientôt 21 ans. Je suis étudiante à l'université. Je suis une survivante de l'excision. Comme t'as pu l'entendre, la personne au micro a été excisée. C'est l'une des formes de mutilation génitale féminine les plus répandues. En France, elle touche 40 à 60 000 personnes. Pour que tu comprennes mieux la conversation, elle et moi on se connaît. Tellement bien qu'on va bientôt publier un livre ensemble. Mais ça, je t'en reparle plus tard. À l'âge de 17 ans, on est allés au planning familial toutes les deux. Moi pour vaginisme, elle pour excision. Moi, ça arrivait dans mes 4 et 5 ans. Je pense que mon père, il était encore vivant. Lui, il est mort en 2005, quand j'avais 5 ans. Mais je pense que mon père était encore vivant, si je ne me trompe pas. Donc, je sais plus, mais en tout cas, c'est aux alentours de 5-6 ans ou 4 ans, un truc comme ça. Et est-ce que t'as des souvenirs? Ah oui, j'ai des souvenirs très, très, très profonds. Je me rappelle que c'était au Sierra Leone. On est parti là-bas, moi j'ai cru que c'était des vacances. D'un coup, c'était vers la fin du séjour. Ma tante m'a enfermée dans une chambre. Ils m'ont donné un cop en verre en plastique qui était bleu. Ouais. Et ils m'ont dit, oui, pleure dedans. Et t'es un enfant, t'as genre entre 4, 5, 6 ans. Je me dis, mais comment je vais pleurer? Et moi j'ai voulu faire la maline, du coup, il y avait du sel dans la salle de bain. Et j'ai pris de l'eau. Et j'ai mis du sel et j'ai mélangé pour que après quand je suis partie voir ma tante, j'ai dit, ah mais tata regardez j'ai pleuré tout ça. Elle a dit d'accord. Et je me souviens qu'à un moment c'était le lendemain ou une semaine après, elle m'a pris, elle m'a amené, je me souviens on était dans un van blanc. Je suis rentrée dans la maison. J'étais tout en blanc, mais juste en tissu. C'était pas genre des habits cousus ou autre. Et je me souviens, il y avait 4 femmes autour de moi. J'ai eu un trou noir, du coup. J'ai vu les femmes m'attraper et j'ai eu un trou noir. Je pense que c'était l'endroit quand ils commençaient à couper. Et ils m'ont tenu les jambes et les bras et tout ça. Et du coup, il y avait ça et je me souviens que je me suis réveillée à côté d'une dame qui était aussi, elle était exquisée. Mais elle était beaucoup plus grande. Mais elle dormait. Moi, je pensais qu'elle dormait, mais après, je pense qu'elle n'a plus jamais ouvert les yeux. C'est quand même des bouts de souvenirs, tu te souviens pas. Et je me rappelle que quand on est parti chez le médecin, elle m'a expliqué c'est quoi mon cas en fait. Moi, c'était les lèvres et le clitoris. Moi, j'ai eu le 2. Et c'est top ça. du coup, quand elle m'a dit ça, je me suis souvenue que quand j'étais petite, je me suis réveillée. Et je me rappelle, je me tourne, je vois, il y a un truc rouge, il y a une sorte de tissu humain rouge. Et là, je pense que franchement, c'était peut-être ma clitoris que j'ai vue par terre. Pourquoi, en fait, enlever quelque chose de mon corps si tu sais que tu vas le jeter? Je me demandais pourquoi ils m'ont fait ça. Ils me disent, oui, c'est pour que tu ne touches, qu'aucun homme te touche, pour que tu sois vierge jusqu'au bout et que tu sois une enfant sage. Et ce qui m'énerve le plus, c'est que la génération où je suis née, c'était une génération, comment dire, qui savait en fait les conséquences de l'excision. Moi, il y a quelqu'un de ma famille qui est très très proche de moi, les sang et tout ça. Elle m'avait dit, oui, il faut faire attention, parce que moi, des fois, je jette mes culottes partout. Mes culottes lavées, hein, je les jette parce que je les laisse sécher, et du coup, ils tombent. Et elle aime pas voir ça. Du coup, elle m'a dit, mais faut faire attention parce que toi, tu as plus de risques d'avoir une infection parce que tu es exquisée en fait.
Je me dis, mais si tu savais ça, pourquoi tu m'as amené me faire exciser en fait? Si tu savais que j'avais j'avais beaucoup plus de risques d'avoir une infection, et tu sais que les infections c'est dangereux quand même. Pourquoi faire ça à ton propre enfant? C'est la vie et je peux rien faire contre le passé, mais je sais que je peux faire quelque chose contre le futur. Parce que même si maintenant on n'a rien, voilà, on vit bien, dans le futur ça va exploser. Parce que c'est quand même des traumatismes. En plus, je me rappelle j'ai des souvenirs en fait de ce qui s'est passé. Et on est partis ensemble, je me rappelle, au planning familial. Je me rappelle de ces deux dames. On est arrivés, ils étaient en train de parler, rigoler. Et on a plombé toute l'ambiance avec ça. Ils étaient très très bienveillants. Ils savaient les mots sortir, quels mots sortir et tout ça. Je ne saurais pas qu'est-ce que j'aurais devenu. Et c'est vrai que ça va avoir un impact dans le futur. Franchement, je me dis, mais ça veut dire que si moi, je me prends pas soin de moi, ça va pas passer. Et du coup, il y a des souvenirs qui sont revenus après? Oui. Oui. Les souvenirs, par exemple, le bus, la couleur du verre, je sais que c'est des petits détails. Le fait que, par exemple, quand on était chez la gynécologue en question par rapport à mon clitoris qui était par terre, il y avait ça aussi. Il y avait plein de souvenirs, il y a plein de souvenirs qui sont sortis en fait. Et voilà, et j'ai moins de trous noirs et voilà. Et est-ce que tu te sens mieux d'avoir ces souvenirs? Bon, je pense que ça me fait mal de les voir d'un coup, surtout quand j'ai vu le clitoris par terre. Quand je me suis souvenu que j'ai vu le clitoris par terre, j'aurais préféré ne pas savoir. J'aurais préféré, voilà, mais bon, en fait, je dois l'accepter, même si je veux pas, en fait, avoir ces souvenirs, mais bon, je dois l'accepter pour pouvoir, en fait, changer et pouvoir en fait vivre normalement, même si je sais que je ne serai jamais comme une femme normale en soi. Tu penses que tu seras jamais normale? Non, je pense pas, parce que quand même mon niveau c'était quand même les lèvres. Et la docteure, la gynécologue, elle m'a dit quand même on peut avoir le clitoris, mais les lèvres c'est pas trop possible. Mais je me suis demandé, mais quand même, peut-être que c'est ici en France, c'est pas possible, mais peut-être à l'étranger, c'est possible. Parce que les personnes qui font une opération pour avoir un vagin, c'est les 6 femmes ou. Bien, ils disent souvent que c'est comme un vagin normal. Peut-être que c'est possible, peut-être que je sais pas. Mais je pense pas que je serais comme une. Parce que quand même, c'est pas. Enfin, si, c'est quand même beaucoup de gens en Afrique, mais ici, je serais jamais comme une femme normale ici. Et c'est quand même une balance que je dois à chaque fois équilibrer en fait. Et est-ce que toi, les conséquences, tu les vois au quotidien? Est-ce que ça impacte ta sexualité, ta façon de te comporter? Oui. Par exemple, pendant quelques années, je peux pas me regarder au miroir toute nue. Genre, il y a des personnes, quand par exemple, j'en parlais avec mes amis, ils disent, mais moi, j'ai vu, il y a une tache, une amie en particulier. C'est ça, elle me dit, ah, mais je me regarde sur le miroir. Je dis, quoi? Tu te regardes au miroir? Moi, je me regarde pas, je peux pas me regarder au miroir, je suis trop pudique pour ça. Elle m'a dit, mais attends, t'es pudique envers toi-même? Je me suis dit, ah, donc je pense que ça, c'est quand même un problème. Je peux pas me regarder au miroir. Et des fois, la partie, ça me fait mal. On dirait qu'il y a quelqu'un en moi qui me donne des coups de couteau, mais vers cette partie-là. Attends, j'ai soufflé. Comme au théâtre, comme on le fait. Et du coup, ça fait combien de temps que tu t'es pas regardée dans le miroir? Combien de temps? Je pense que je me suis... jusqu'à mes 19 ans, que j'ai commencé à me regarder dans le miroir, parce que j'ai eu cette conversation-là avec cette amie, et j'ai essayé. Au début, c'était pas trop ça. Mais quand même, genre
de 5 ans à 19 ans, toutes ces années, je ne me regardais pas au miroir. Je partais me doucher, même quand il y a un miroir dans ma chambre et que je porte mes habits, je me tourne pour ne pas voir ce miroir-là, en fait. Et quand même, c'est quand même ouf. Hein, quand cette copine-là m'a dit, oui, moi je me regardais, moi j'étais quand même choquée. Elle était choquée parce que j'étais choquée. Mais bon, quand même maintenant ça commence à aller mieux parce que voilà, je suis un peu plus au courant de ce qui m'est arrivé et j'accepte plus ce qui m'est arrivé et je sais que je peux pas changer le passé, mais on peut changer le futur. Et j'aimerais bien changer le futur, surtout mon futur. Et les rendez-vous que tu as pris, est-ce que tu as trouvé que ça s'est bien passé? À part l'hôpital où on est allé qui m'a envoyé une lettre, tout le reste, à part un, mais bon, tout le reste, ils se sont bien passés. Surtout c'était les 2 derniers, non? Non, c'était c'était le dernier. Ouais, le dernier. Il s'est très très bien passé. Et ils étaient ils étaient bienveillants. Mais bon. Ouais, je pense que se sont bien passés les rendez-vous. Après, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas donné suite Ouais. au rendez-vous. Ils donnent pas suite, il faut quand même tout le temps forcer pour avoir une suite. Mais moi, je sais que la suite, comme la médecin elle m'a dit que moi, c'est plus psychologique. Et il faut que je parte voir un psychologue. Et je vais faire ça, mais le temps m'en empêche. Sauf que je dois le faire. Et surtout que moi, je ne peux pas faire l'opération en ce moment. Parce que je vis encore chez ma mère. Et elle est pas trop pour que je fasse l'opération. Donc ça serait trop une honte pour elle. Et j'attends d'habiter seule pour pouvoir faire l'opération. Pour être safe et voilà. Et est-ce que tu penses que si t'avais pas été excisée, t'aurais eu des relations sexuelles? Ou alors que dans tous les cas, t'aurais attendu le mariage? Est-ce que je pense que si j'avais eu des... Je pense que mon destin serait le même. Hein. Ouais, il y a des choses qui s'est passées. Ah, je vais pas en parler. Mais bon, je pense que le destin sera le même parce que j'étais destinée à vivre ça en fait. Mais bon. Et tu penses que pourquoi t'as été destinée à vivre ça? Je sais pas. Mais c'est mon destin. Il y a des gens qui naissent et meurent dans des guerres. Il y a des gens qui sont tués. Il y a des gens... Mais moi, mon destin, c'était ça. Et je sais que... J'ai eu une vie de merde, une enfance de merde. Peut-être que j'aurai une enfant qui est quand même assez heureux. J'espère surtout. Mais bon, on ne prédit rien. Et du coup, toi, t'as envie de prendre soin de toi à l'avenir? Ah oui, l'avenir et tout ça. Et surtout, je me suis engagée à aussi essayer d'arrêter ce genre d'acte en fait en Afrique. J'ai essayé quand je suis partie en Afrique en vacances. Il y avait une de mes tantes en fait, elle allait aller faire... Parce que suivant les tribus, il y a une manière de faire excuser leur enfant. Elle, sa tribu, il requérait d'aller entre femmes, je sais pas, aller faire... une réunion entre femmes pendant 1 semaine ou 2 semaines où elle va essayer de faire excuser son enfant qui est toute petite. Hein. C'est ma cousine, elle est toute petite. La pauvre, elle est mince. Elle aime pas trop manger, mais elle est trop cute. C'est un bébé quand même. Elle avait même pas 2 mois. Et moi, je lui ai dit, mais tata, allez-y pas, ne partez pas, excusez votre enfant. Mais elle a dit, mais tout le monde le fait, c'est ça l'excuse qui sort des fois. Tout le monde le fait, pourquoi je vais pas faire ça à mon enfant? Mais non, elle a dit, mais je lui ai dit, mais tata, n'allez pas, parce que voilà, tout le monde l'a fait, mais il y a des traumatismes. Moi, ça me rend folle de être excusée. Par exemple, si quelqu'un vient me parler de son exclusion, mes larmes ils vont tomber tout seul. Là je parle mais je garde les larmes quand même, j'ai pas envie de pleurer parce que je sais que si je commence, je vais pas en finir. Et elle m'a dit mais tout le monde le fait, je l'ai supplié, j'ai dit s'il vous plaît tata et tout ça, parce que j'espère qu'elle m'a écouté, qu'elle n'a pas tout suivi. Et le père, je voulais lui parler à le père, mais le père il n'est pas du tout dominant dans leur couple. Donc ça sert un peu à rien, mais bon, c'est la vie. Et je sais parce que je sais qu'il y a ma tante aux États-Unis qui lutte contre ça. Et elle a même été dans les journaux, BBC et tout ça.
Et ma famille, ils ont dit, oh, mais elle fait ça juste pour les papiers, oh, elle fait ça pour juste l'argent, oh, elle fait ça. Mais moi aussi, je les croyais avant. Jusqu'à qu'après, je me suis rendu compte, en fait, non, elle fait pas ça pour les papiers, elle fait ça parce qu'elle a failli mourir en accouchant quand même. Mais bon, ils sont un peu ignorants et j'espère que franchement, d'ici quelques années, tous ces actes seront interdits en fait. J'aimerais bien que ça change le monde patriarcal aussi. Parce que c'est quand même assez patriarcal. Les hommes, ils ont beaucoup de pouvoir par rapport aux femmes en fait. J'aimerais bien que ça change. Mais bon, je peux pas le faire changer. Je pense pas que ça changerait d'ici là. Même dans 200 ans. Donc, on vit avec. Tu penses que si t'étais dans une société pas patriarcale, plutôt féministe, tout ce qui t'est arrivé, ça se serait pas arrivé? Comment dire ça? Je pense pas. Hein. En vrai, si. Il y aurait des choses, par exemple, l'excision, ça pourrait ne pas arriver. Ouais, hein, peut-être. Ouais. Hein. Je me dis ça, ouais. Ouais. Mais je sais que le passé, je peux pas le changer parce que j'ai jamais pensé à ça, en fait. Et pour un bon bout de moment, je pensais en fait que c'était de ma faute. Et c'est quoi ton lien avec l'Afrique aujourd'hui? C'est quand même bien. C'est un bon lien. À part le fait que si je pars, je me fais tout le temps insulter parce que je suis quand même... pas insultée, mais charriée. Quand même, je suis assez grosse. Et aussi, je suis dark skin. J'ai la peau... j'ai pas la peau claire, comme tout le monde. Mais par rapport à mon lien en Afrique, il est quand même bien parce que j'ai quand même une culture qui est très 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 jolie. Il y a des aspects de ma tradition qui sont hyper beaux, mais il y a des aspects qui sont quand même pas trop beaux, quoi. Et du point de vue de la religion, comment ça se passe? J'ai appris que c'était interdit en fait de toucher leur clitoris ou autre. On n'a pas le droit de toucher. Mais ça diffère des points de vue parce qu'il y a ma cousine qui m'a dit mais en fait si c'est possible parce qu'il y avait un hadith. Mais moi j'étais mutilée, c'est pas pareil en fait. Même si circoncisée, je sais pas de quoi elle parle, mais je pense que c'est... Moi mon opinion c'est que c'est interdit de toucher à la femme. Parce que en fait il y a quoi qui change? Pourquoi de toute façon ce qui est interdit, c'est souvent il y a plus de mal que de bien. Et le fait que si on autorise le fait que on peut exquiser une femme, on sait très bien que exquiser une femme, il y a plus de mal que de bien. Donc pourquoi en fait autoriser? Normalement ça doit être interdit parce qu'il y a plus de mal que de bien. Moi je suis de l'opinion que c'est interdit de circonciser une femme. Et est-ce que ta religion elle t'aide au quotidien à mieux vivre le fait d'avoir été excisée? Oui. Et le fait d'être une femme dans ma tribu. Parce que souvent, il y en a plein. Il y a plein de... Je ne vais pas les insulter parce que voilà. Mais il y a plein de personnes avec une intelligence assez... Voilà. Qui tournent la religion pour eux. Par exemple, il y avait une fois, je me suis embrouillée avec une personne dans ma famille. Elle m'a dit, ah mais tu sais, en islam, c'est la femme qui cuisine, c'est la femme qui s'occupe de la maison, c'est la femme qui fait ci. Je dis, stop, c'est pas ça, hein. Arrête d'utiliser l'islam pour ton bien, parce que ça, quand tu vas partir là-haut, tu auras des problèmes. Hein. J'ai dit, le prophète, quand il rentrait à la maison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait à la maison, il aidait sa femme à cuisiner, à nettoyer, à s'occuper de leurs enfants, et il disait aux gens de prendre le temps de s'occuper de leurs enfants. C'est pas parce que tu as un mari toxique que tu vas faire que je vis en fait. Moi aussi je vis dans ton mariage toxique, je sais. Mais bon, ça m'a vraiment permis de mieux vivre en fait. Ça prend en fait mentalement, c'est traumatisant. Est-ce que ta famille c'est un soutien ou pas? Pas du tout. Je sais que ça choque mais pas du tout. Par exemple quand elle a su, parce qu'en fait il y avait le premier hôpital qu'on est parti, ils ont envoyé un courrier en disant que oui, il y a le service de maternité qui vous confirme votre rendez-vous, un truc comme ça. Et par rapport
à mon exclusion, ça me fait mal. J'aimerais bien être normale. J'aimerais bien avoir mon clitoris à moi-même et tout ça. Et moi, je me rappelle que je voulais pas lui dire que je suis partie chez la médecine, le médecin, car j'avais peur qu'elle se sentait mal de m'avoir fait ça. Mais en fait, non, c'est complètement l'inverse parce qu'elle elle m'a dit que oui, c'est que pour le plaisir. Tout le monde a fait ça. Pourquoi toi, tu veux faire l'opération. T'es quand même une femme, elle c'est le tribut. On fait pas les choses comme ça. T'es pas blanche. Toujours, t'es pas blanche. Ils sortent toujours cette phrase-là. Même moi, ils m'ont excusé, mais moi, je sens très bien le plaisir. Je suis très contente. Patati patata. Ok, donc c'est ça en fait. Et moi, au début, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment blessée, hein, les mots qu'elle a sortis quand même. Et je me sentais trop mal et j'avais tellement peur de partir à d'autres rendez-vous avec toi. Mais bon, je sais que c'est ma vie, c'est ma future. Il y a un bout de moment, je serai seule. Et il faut que je prends ma vie en charge en fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu vas bien? J'aimerais dire oui, mais je sais qu'il y a non. Maintenant, c'est non. Je vais pas bien physiquement, moralement, mentalement, émotionnellement et spirituellement aussi. Je vais pas bien. Mais j'essaie de travailler sur tout ça. Il y a aussi la pression de la société qui quand même, je sens qu'il y a quand même une pression de réussir. Surtout maintenant avec les réseaux sociaux. Tu vois des jeunes, je dis jeunes. Tu vois des personnes de ton âge réussir, poster tout. C'est pas trop ça quoi. Et tu penses que si t'avais eu de l'argent, si t'étais pas en situation de précarité étudiante, t'aurais pu guérir tous ces aspects-là de ta vie? Ah oui, sûrement. Oui, sûrement. J'aurais pu guérir. Déjà, j'aurais pu avoir des personnes, une backup qui est assez, bon, je vais pas dire compétent, mais qui sont hyper forts en fait. J'aurais pu me permettre de payer des psychologues qui sont très très forts dans leur domaine. Même s'il y en a toujours ils sont tous forts hein, quand même. Bon, pas tous parce qu'il y a des cas particuliers quand même. Mais ouais, je pense que ouais, j'aurais pu quand même changer plein de choses de ma vie. Mais donc, j'ai pas l'argent. Le passé, j'avais pas l'argent, mais donc il faut chercher l'argent pour le futur. C'est ça en fait. C'est ça. Et du coup, est-ce que tu penses que tu vas le faire plus tard, que tu vas dépasser tout ça? Ouais. Je reste positif aussi. Je suis une personne assez négative sur le fait, mais après, je reste positif. Je pense que je pourrais dépasser tout ça. Bah, si je suis encore toujours en vie, si rien ne m'arrive, tiens là, prions. Je pense que je pourrais dépasser tout ça. Mais il y a un moment, je me dis que quand même, il faut que je sors de ma maison familiale. Les sourires, faire semblant que tout va bien, être émotionnellement dégagé, je sais pas comment dire ça, mais en mode j'ai pas le droit de pleurer parce que ça va voir comme faible. Je peux pas me confier parce que sinon toute la famille sera au courant. Mais donc ouais, je pense qu'il faut que je déménage pour pouvoir faire tout ça en fait. Et du coup, tu dis que t'es quelqu'un de négatif, mais pour les gens qui te connaissent de l'extérieur, t'es quelqu'un qui sourit tout le temps, qui rigole tout le temps, qui montre jamais ses faiblesses. Est-ce que tu penses que ça a un lien? Ça a un lien? Ouais. Parce que quand j'étais petite, il y avait un jour, je me rappelle, je pleurais, mais je sais pas pourquoi je pleurais. Et je me suis promis de ne pas faire sentir aux autres ce que je sens en moi. Je me suis promis en fait de ne pas en fait dégager des énergies négatives vers les autres et leur faire
leur faire que si je suis à côté d'eux, ils sont tout le temps heureux. Donc ouais, je me suis promis à faire ça, mais je pense que ouais, il y a un lien quand même. Toi, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes petites sœurs, ton petit frère? Du bonheur. Le fait d'être heureux, le fait que même si voilà, mon frère, même si c'est un garçon, il peut venir pleurer, il a le droit de pleurer, il a le droit avoir des émotions, il a le droit d'être libre en fait de ça. Et ma petite sœur, elle a le droit d'être libre aussi, elle a le droit de pleurer, elle a le droit d'avoir sa vie en main en fait. C'est ça, j'aimerais bien les transmettre. Et tu me parlais que tu sentais qu'en tant que femme noire, on n'écoutait pas ta douleur, on t'autorisait pas à pleurer. Est-ce que tu penses que ça va évoluer? Parce que je pense que... je sais pas, parce que... En fait, quand je regardais l'ancienne génération, je me dis, oh ouais, c'est juste les anciennes générations. Mais après là, quand je regarde, en fait, les nouvelles générations d'extrémistes, je me dis, mais en fait, il y a de plus en plus d'imbéciles, en fait, dans ce monde. Je pense que ça commence à changer. J'aimerais dire que ça commence à changer. J'aimerais dire que ça change. Mais non. Donc, je suis toujours obligée d'aller voir des psychologues noirs, des comment ça se fait encore, des psychologues noirs. Je suis obligée toujours, quand je cherche un médecin, je suis obligée de voir en fait les avis d'abord et de voir est-ce que toutes les avis ça vient des personnes avec des noms occidentaux ou des noms africains. Parce que quand même avoir toujours des Jean-Luc ou alors des gens je sais pas quoi à dire oui c'est bien, et tu vois il y a des Moussa qui dit ouais le docteur il m'écoute pas trop et tout ça. Il y a quand même, des problèmes, donc je vais éviter un peu ce médecin. C'est quand même dommage en fait, hein. Parce que en tant que femme noire, les douleurs, ils sont pas... Pour eux, j'abuse de ma douleur, ou alors je suis en train de jouer la comédie, ou alors je ne sens pas la douleur de la même manière que eux. Je suis plus forte. C'est pour ça que j'ai beaucoup du mal quand les gens ils me disent ah toi t'es une femme noire forte et tout ça. Je dis non je suis pas forte. Je suis une femme noire normale en fait. Oui j'ai des vécus mais quand même je suis pas forte parce que c'est répéter à chaque fois oh c'est une femme noire forte. Ça fait que mes douleurs, le fait que dans ta tête je suis forte, je peux m'en passer en fait. Je suis forte donc je peux réussir à enlever cette douleur. Il y a plein de scandales, hein. Je me rappelle que Serena Williams, elle avait failli mourir en accouchant. De ce que je me rappelle, je sais pas, en tout cas on m'a dit qu'elle a failli mourir dans l'accouchement parce qu'en fait ils l'ont délaissée. Le fait, et je pense que c'est le fait qu'elle soit une femme noire en fait. Ils l'ont délaissée. Il y avait aussi la dame qui avait appelé le SAMU, mais qui l'ont délaissée. Elle est morte à cause de ça aussi. Donc c'est quand même assez triste. Mais j'aimerais bien que ça change, mais je ne pense pas que ça changerait d'ici là. Je pense qu'il faut quand même faire une grosse campagne de rééducation et d'éducation pour certaines personnes en fait, ou même pour tout le monde. Et aussi arrêter de sortir le mot femme noire forte, parce que voilà, je suis pas une femme noire forte, je ne suis pas, et ça n'existe pas une femme noire forte. On peut être forte, mais on n'est pas invincible en fait. Est-ce qu'il y a des ressources qui t'ont aidé, notamment des ressources gratuites qui m'ont aidé à comprendre tout ça? Ouais, bah grâce à toi, il y avait le planning familial. Pour le racisme, je suis tombée sur plein de vidéos YouTube de personnes qui parlaient en fait pourquoi il faut pas dire à tout le monde, il faut pas dire que tu es une femme noire forte. Il y avait aussi, il y a plein de personnes que j'ai rencontrées en ligne qui m'ont quand même parlé le fait d'être une femme noire dans une société patriarcale et capitaliste.
on peut pas lutter contre, mais on peut tout faire en fait pour réussir le plus possible en fait dans cette société. Donc il y a plein de ressources gratuites, il y a plein de vidéos sur YouTube, il y a plein de comptes. Et par rapport au fait d'être dark skin aussi, il y avait les Américaines qui m'ont beaucoup aimé. Il y avait une mannequin américaine, j'ai oublié son prénom, qui disait qu'il parlait en fait de son expérience d'être dark skin dans un monde, quand même c'était dans les années 2000, hein, donc le colorisme il était haut. Elle parlait de ça, elle disait comme quoi les filles dark skin doivent se apercevoir comme jolies. Vous êtes jolies, vous êtes belles, vous êtes des princesses, vous êtes des reines et tout ça, vous êtes des divine queens. Ouais. Les Américaines m'ont beaucoup aidé aussi, les youtubeuses américaines par rapport à tout ça. À ta confiance en toi. Parce qu'il y avait quand même un moment où j'avais tellement mal de confiance en moi, j'ai commencé à utiliser des crèmes éclaircissantes en fait pour ma peau. Surtout j'avais beaucoup de pression du côté de ma famille qui me disait que ouais, fallait que je sois plus claire pour avoir un homme, comme d'habitude c'est toujours eux. Désolée, mais la plupart des temps c'est toujours eux. Pour avoir un homme, pour aussi voilà, pour être plus belle en fait. Et moi aussi comme une bête, j'utilisais les crèmes et après je me dis mais en fait, si Dieu m'a créé comme ça veut dire que lui je suis beau à ses yeux. Donc moi je m'en fous des hommes moi. Donc si Dieu m'a beau, va te faire voir en fait. Est-ce qu'il y a un mot que tu veux laisser pour la fin, pour celles qui nous écoutent, celles et ceux? Le conseil c'est que occupez-vous de vous-même. Partez voir des médecins si vous êtes victime de exclusion. Allez voir un médecin, allez voir le planning familial à côté de vous, parlez-en parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent vous aider à côté de vous. Aussi parlez-en avec des personnes quand même de confiance parce qu'il y en a, c'est quand même des imbéciles, hein. Et surtout, on ne peut pas changer le passé mais on peut vraiment changer le futur. Et tout ce que vous faites tout ce que vous aurez dans le futur en fait, c'est le présent qui va vous permettre de l'avoir. Donc s'il vous plaît, oubliez le passé et concentrez-vous sur le présent et le futur et l'impact que le présent aura dans votre futur. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de Journal des Vulves. Et merci à l'invité d'avoir pris la parole sur un sujet aussi tabou que les mutilations génitales. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et si vous voulez être la prochaine voix au micro, vous pouvez me contacter directement sur les réseaux sociaux. En barre d'infos, je mettrai aussi les références du podcast et les ressources gratuites qui peuvent aider. À dans 2 semaines.